Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro d'entretien avec qui reçoit ce soir l'honorable Karim Keïta, député, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale du Mali, qui vient d'effectuer une visite dans les régions nord du pays, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation du dispositif sécuritaire installé dans ces régions. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'accord, mais avant d'entamer cet entretien, regardons d'abord ce reportage qui retrace votre périple dans le nord du Mali. De 4 au 8 avril 2016, une forte délégation de la commission défense de l'Assemblée nationale du Mali, avec à sa tête son président Karim Keïta, s'est rendue dans les différentes régions du Nord. Dans son rôle de suivi de l'action gouvernementale, la commission a successivement visité les casernes militaires des villes de Gao, Menaka et Tombouctou. Première étape, Gao. Ici, les visiteurs du jour ont pu s'enquérir de l'état de l'unité de défense, s'imprégner du moral des hommes et constater la dégradation des infrastructures existantes. En prenant langue avec les commandants des unités, le président de la commission dit être venu près des hommes pour évaluer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Nous avons choisi de nous rendre ici à Gao, donc dans le nord du pays, pour aller au plus près des hommes qui sont sur le terrain. Nos vaillants sont là et aussi nos vaillantes forces de sécurité pour constater de visu les conditions dans lesquelles ils travaillent et aussi pouvoir évaluer les effets de la loi d'orientation et de programmation militaire qui a été votée il y a de cela 1 an. Absence d'infrastructures adéquates, problème de logistique, les députés se sont imprégnés des réelles conditions de vie des militaires sur le terrain. En réponse, Karim Keïta dira qu'un cadre de vie approprié à la hauteur de la mission sera créé très bientôt afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle. Les problèmes sont énormes. Vous savez, le camp a été dévasté sous l'occupation et aussi pendant les différents bombardements, car c'était un des QG des occupants de la ville de Gao. Mais nous devons quand même féliciter le chef du camp, car le camp est très bien tenu, ainsi que la base 103, qui est, je pense, une base fin prête pour accueillir les nouveaux aéronefs qui, nous l'espérons, Inch'Allah, viendront assez tôt. Ce qui est remarquable, c'est de voir que ce sont les édifices quand même de l'époque coloniale qui tiennent encore. Je pense que cela doit nous servir de leçon pour les prochaines infrastructures qu'il va falloir réaliser, non seulement en termes d'espace, d'ergonomie, mais aussi d'aisance pour les hommes. Donc, je crois que nous pouvons rentrer aisément dans la phase 2 de la loi d'orientation et de programmation militaire qui concerne amplement les infrastructures militaires. En dépit des problèmes auxquels les forces sont confrontées, ils ne baissent pas la garde. Le moral est au beau fixe, la bravoure est au rendez-vous. Ici à Menaka, comme partout ailleurs, l'abnégation de l'armée ne souffre d'aucune ambiguïté. Un sentiment qui ne laisse pas indifférents les élus du peuple. Nous avons été impressionnés par le courage, la bravoure de ces hommes-là, de nos vaillants soldats qui sont ici à Menaka. Il faut le rappeler, c'est la première fois que la commission défense, depuis l'histoire de l'Assemblée nationale, qu'une commission défense sera ici à Menaka. Nous les avons écoutés, nous avons visité les locaux. Ils sont en manque d'infrastructures, ils sont en manque de logistique, bref, ils sont en manque de presque tout. Mais ils ne sont pas en manque de courage et ils ne sont pas en manque de bravoure et je pense que c'est aussi le lieu de les saluer. Nous avons recensé les différents problèmes auxquels ils font face, les difficultés au quotidien. Nous en avons été émus et nous les rapporterons, bien sûr, en haut lieu, car vous le savez, étant le législatif, nous devons alors transmettre ces différents messages-là à l'exécutif, mais nous suivrons. Nous suivrons. Même son de cloche à Tombouctou, dernière étape du périple. À ce niveau, le constat reste inchangé. Ici, les dégâts sont encore visibles. Pour le président de la commission, toutes les mesures sont en train d'être prises pour permettre aux forces de sécurité d'assurer la quiétude des Maliens à tous les coins et recoins du pays. Bien évidemment, la lutte contre le terrorisme et l'extrême violence sont désormais des combats à mener. Les hommes sont motivés. Et je crois que de retour sur Bamako, nous allons interpeller le ministre pour qu'il puisse voir dans quelle mesure certains militaires peuvent être gratifiés
car nous avons appris tellement de choses ici sur leur courage et sur leur bravoure. Malheureusement, comme vous le savez, c'est un manque de moyens général. Le contexte d'insécurité est aussi général. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du vecteur aérien. La région de Tombouctou est immense, avec la région de Taoudéni, certainement qu'ici le secteur 3 couvre aussi. Et sans moyens aériens, il va être extrêmement difficile de couvrir toute la zone. Nous allons aussi interpeller le ministre de la Sécurité concernant le camp de la garde qui est en train d'évoluer, mais nous pensons que c'est insuffisant, eu regard à ce que la garde accomplit. Au niveau de la police, là aussi, il y a beaucoup à faire. Vous vous rendez compte que la police patrouille avec la MINUSMA, c'est bien. La MINUSMA est dans des véhicules blindés. Les policiers maliens sont à découvert. Ce qui me frappe à chaque fois, depuis que nous avons entamé cette visite dans le Nord, c'est la motivation des hommes. Comment ils sont requinqués, comment ils sont déterminés. Et ça, je pense qu'il y a un manque de communication au niveau de l'armée. Il faut que le peuple malien sache réellement quelle est la détermination et la motivation de la nouvelle armée. Depuis que les choses ont été reprises en main, nous entendons, nous avons repoussé. Et ce n'est pas qu'ils ont envie de s'arrêter, c'est parce que c'est une armée qui respecte le cessez-le-feu, qui respecte les accords. Donc qui sait aujourd'hui où est sa place malgré tout. Malgré un calme précaire qui règne sur le terrain et une paix encore fragile, les forces de défense et de sécurité, tant bien que mal, restent vigilants quant à assurer la sécurité des populations et leurs biens. En tout cas, la délégation a regagné Bamako avec le sentiment que beaucoup reste encore à faire. Les efforts doivent être poursuivis et soutenus, convaincus que la nouvelle armée se construira pour la défense de la patrie. Le Mali, rien que le Mali. Monsieur le Président, on vient de voir dans ce reportage, voilà, il y a manque de moyens, des infrastructures militaires, mais les militaires sont quand même déterminés à accomplir leur mission. Est-ce réellement ce que vous avez pu constater sur le terrain? Oui, tout à fait. Vous savez, quand on observe la pyramide de Maslow, c'est d'abord les besoins primaires qu'il faut d'abord assouvir. Et je pense que le ministère de la Défense, le gouvernement malien en général, sous l'impulsion du chef suprême des forces armées, le président de la République, a pu faire d'une priorité cette armée. Chaque militaire aujourd'hui au Mali a 3 uniformes, 3 bottes. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, les militaires avaient le même uniforme pendant au moins une bonne décennie. Donc c'est tout cela qui fait que ces militaires-là, qui sont des êtres humains, se sentent confortés, se sentent appuyés, se sentent accompagnés, se sentent aimés. Et cela amène à ce qu'ils puissent produire mieux, efficacement sur un théâtre d'opération, tout en restant une armée républicaine au service du politique, bien entendu. Ouais, le président de la République avait tout récemment augmenté le solde des forces armées. C'est dont vous venez de parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est suffisant pour un pays qui vient de sortir de la crise comme le Mali, quand on sait que le nord du Mali est vaste, c'est un territoire qui est presque incontrôlable, malgré la présence de la force Barkhane, de la MINUSMA, etc. C'est un territoire qui peut être contrôlable. N'oubliez pas que l'armée malienne aujourd'hui n'a pas encore son vecteur aérien. Nous sommes une armée en renaissance, nous sommes un État en reconstruction. Donc, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, sur l'élément que vous venez de passer, tout ne peut être fait en 24 heures. Mais nous sommes aujourd'hui dans une très bonne dynamique et Inch'Allah, quand nous aurons en complément déjà de ce qui est en train d'être fait, qui est en train d'être accompli, donc le vecteur aérien, je pense que nous serons en mesure de contrôler l'ensemble du territoire, ne serait-ce qu'en termes de surveillance. Le Mali n'a pas tout le temps été comme ça. Mais il faut aussi ne pas oublier que la menace aujourd'hui est asymétrique. Les guerres conventionnelles où une armée faisant face à une armée se retrouvant sur un théâtre d'opération donné n'est plus le cas aujourd'hui. Nous faisons tous face au terrorisme. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, en Belgique, aux États-Unis, au Burkina Faso, même ici tout près en Côte d'Ivoire. Donc vous savez, le terrorisme revient presque à combattre sa propre ombre. Donc ce ne sont pas des guerres
conventionnelle. Et je ne pense pas qu'aucune armée au monde soit réellement préparée pour faire face à cela. Il faut circonscrire la menace et l'épurer petit à petit. C'est la première fois qu'une commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale se rend dans les garnisons du nord du Mali. Vous qui êtes président de cette commission, quelle est votre mission? Quelles sont les actions que vous avez entreprises depuis lors? Nous sommes une commission permanente de l'Assemblée nationale qui sont au nombre de 11. Nous sommes dans le contrôle de l'action gouvernementale et notamment dans deux domaines. La défense et la sécurité à laquelle il faut rajouter la protection civile. Donc, pour résumer, nous sommes le vase communicant, ce tube-là entre l'exécutif et le législatif concernant ces trois domaines-là. Ce que nous faisons, c'est que chaque fois que le ministère de la Sécurité ou le ministère de la Défense dépose un projet de loi, donc que le gouvernement dépose à l'Assemblée nationale, nous sommes la commission saisie au fond pour l'étude et nous rendons un rapport et nous faisons en sorte que des amendements y soient apportés ou nous leur jugeons en tout cas au fond et après qu'elles puissent être votées. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous pouvons aussi faire des propositions de loi. Nous n'en avons pas encore fait récemment, mais il se peut que les idées nous viennent ou le contexte évoluant que nous voyons dans quelle mesure aussi nous pouvons améliorer la sécurité du Mali en faisant une proposition de loi. Vous avez parlé de la loi de la programmation militaire votée il y a juste un an. Où en est-on aujourd'hui? Pourquoi ça piétine depuis un an? Pas du tout. La loi d'orientation et de programmation militaire ne piétine pas. C'est une loi d'orientation sur 5 ans. C'est une loi quinquennale qui a déjà commencé à produire ses effets. Je peux le confirmer puisque je viens du Nord Mali et j'ai pu voir les moyens mis à la disposition de notre armée. Tout à l'heure, j'ai parlé des uniformes, mais elle suit son programme. Vous avez vu que, bon, vous n'avez pas encore vu certainement, mais un grand accent a été mis la première année sur le vecteur aérien qui est en cours de commande et nous espérons, Inch'Allah, d'ici un an, que nous aurons l'effectivité de ce vecteur aérien-là. Et dans sa deuxième année, nous allons commencer les infrastructures. Donc oui, non, quand vous parlez de vecteurs aériens, vous faites allusion à l'aviation militaire. Je fais allusion à l'armée de l'air, effectivement. Okay. Exactement. Donc l'année prochaine, en tout cas en fin d'année, nous aurons les infrastructures militaires qui vont aussi débuter. Quelles sont les autres difficultés auxquelles sont confrontées les forces armées maliennes aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, les outils techniques nous manquent. En termes d'interception, en termes de communication, en termes de transmission. Vous savez, le renseignement occupe une place extrêmement importante aujourd'hui. Ne serait-ce que, vous savez, l'infiltration de ces différents groupes djihadistes demande non seulement énormément de moyens, mais aussi de suivi. Le territoire est grand, vaste. Et la porosité de nos différentes frontières, le Mali en a 7. Donc ce n'est pas facile. Mais il faut aussi que les forces de défense puissent être secondées par les forces de sécurité, mais aussi l'administration en général, ne serait-ce que pour le contrôle des frontières et autres. Mais on peut aussi, par exemple, parler de tout ce qui est en rapport avec la vision nocturne. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la guerre de nuit. Quand on regarde la beauté, une guerre n'est jamais belle, mais quand on regarde la beauté de l'opération Serval, ils ont certains moyens techniques que nous n'avons pas. L'aérien, la vision nocturne, qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir le dessus sur l'ennemi, cela confère certainement un avantage. Oui, vous achevez cette visite dans le nord du Mali, et 2 jours après, c'est-à-dire de soldats français ont sauté sur une mine, oui. 2 sont morts, oui. Pratiquement. Et la force Barkhane, c'est plus de 3000 hommes, 17 hélicoptères, la force MINUSMA, plus de 11 000 hommes pour contrôler des territoires aussi 6 fois plus vastes que la France. Mais malgré cela, il semble que le contrôle du mouvement djihadiste est un réel problème. Vous savez, tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances aux familles de ces 3 soldats français qui sont tombés. Qui ne sont pas tombés pour la France directement, ni pour une certaine contrée de la France, mais pour le Mali et pour l'ensemble de la région. Donc je tiens solennellement à leur présenter nos vives condoléances.
Vous savez, la porosité des frontières, on en a parlé, c'est un réel problème. L'étendue du territoire. Mais vous savez, je pense que le plus gros problème, c'est le tri aussi entre les individus. Vous savez, nous avons signé un accord de paix l'année passée. Alhamdoulilah, cet accord-là, maintenant, sa mise en œuvre est dans une très bonne dynamique. Mais nous allons aussi passer par ces phases-là. Elles ne vont pas s'arrêter demain. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un problème propre au Mali. Aujourd'hui, on peut être frappé par un attentat, que ce soit en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, même aux États-Unis. Mais l'amalgame qu'il ne faut pas faire, c'est confondre l'insécurité liée au terrorisme avec l'accord de paix qui a été signé et qui est dans une très bonne dynamique, à mon avis. Ouais, justement, vous avez dit tout à l'heure dans le reportage, l'amunissement, la force Barkhane circule à bord des blindés. Par contre, l'armée malienne a découvert. Et vous êtes conscient de cet état de fait, mais qu'est-ce qui manque pour que depuis 2 ans, l'armée malienne n'arrive pas à s'équiper en blindés, par exemple? Il y a des contraintes quelque part où il y a la pression de la communauté internationale qui empêche que le Mali s'arme réellement pour faire face aux menaces? Non, concernant les blindés, non. Les bastions de l'armée malienne sont par exemple de marque française en général. Vous savez, comme on dit en termes militaires, c'est le terrain qui commande. Quand nous équipons une armée pour un théâtre donné, nous ne pouvons pas aussi prévoir qu'il y ait des foyers de tension sur l'ensemble du territoire. L'armée aujourd'hui est engagée au nord du Mali, au centre du Mali, au sud du Mali, à l'est, à l'ouest en même temps. Mais si vous voyez que vous et moi, nous arrivons à dormir tranquille, c'est que cette armée est à pied d'œuvre. Nous ne pouvons pas prévoir cela, c'est tout. Ce n'est pas vraiment une question de moyens. Bien sûr qu'il en faut plus, mais nous sommes en train d'y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est exactement d'où est-ce qu'on vient. Où était cette armée il y a 2-3 ans? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Je le dis, je ne cesserai de le dire. Ce qui avait cours il y a encore quelques années, c'est d'apprendre que l'armée vient d'opérer un repli tactique. Aujourd'hui, même encore ce matin, je viens d'apprendre que l'armée a encore repoussé une attaque. Et quelque part, si vous voyez que nous n'arrivons pas souvent à poursuivre, c'est que nous sommes respectueux de ces accords-là que nous venons de signer. Parce qu'il faut aussi admettre qu'il y a certaines mauvaises volontés qui sont parmi nous, qui n'attendent aussi qu'un faux pas de l'armée. Donc nous sommes aussi conscients de ces enjeux-là qui nous entourent. Mais justement, est-ce que lors de votre visite, les militaires ont eu à évoquer cette question de cohabitation avec les mouvements armés tout autour? Est-ce qu'ils ont évoqué ce problème-là avec vous? Et quelle est leur crainte? Ils craignent quoi, les forces armées maliennes? Elles craignent quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, militaires ou pas, ce sont des êtres humains. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez eu à cohabiter avec quelqu'un, que cette personne connaît votre mode de fonctionnement, en arrive à vous trahir et se retourner contre vous, il est sûr que ce sera difficile de cohabiter encore de nouveau avec lui. Mais le Malien est de nature à pardonner. Le Malien est de nature à être conciliant. Et nous sommes un peuple tolérant. Donc je crois là aussi qu'avec un effort de communication et de pédagogie, nous allons y arriver. Mais je dois vous avouer très, très sincèrement que je n'ai pas senti de perception négative dans mes échanges avec les militaires ou la troupe, en tout cas, en général. Donc je pense que là aussi, nous pouvons avoir bon espoir. Mais, vous savez, ce n'est pas l'acceptation. C'est comment après on gère. Ce qui avait cours avant, c'est qu'il y a eu des passe-droits, il y a eu du favoritisme. Et c'est ce qu'il faut empêcher de nouveau. Mais justement, la future armée malienne serait une armée recomposée avec notamment l'intégration de ce qu'on peut appeler les ex-combattants. Est-ce que vous avez pensé, les garde-fous ont été pensés pour empêcher que ceux-mêmes reprennent les armes, parce que l'expérience du passé a montré que les ex-combattants ont repris les armes contre la République. Est-ce que vous avez pensé à des garde-fous justement pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent? Des réflexions sont en cours. La semaine passée, vous avez pu constater que le ministre de la Défense lui-même était à pied d'œuvre pendant un atelier qui s'est étendu sur 4 jours avec l'ensemble de l'état-major et tous les corps de l'armée ainsi que des forces de sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réflexion est en train d'être menée, mais ce n'est pas forcément la réflexion qui compte, c'est la volonté d'y arriver. La volonté d'avoir cette concorde
on va dire, entre les cœurs. Et je pense aujourd'hui que tout le monde y est. Et Inch'Allah, je pense que ça va marcher cette fois-ci. Concernant l'accord de paix et de réconciliation nationale, quelle est la part de l'armée malienne dans la mise en œuvre justement de cet accord-là? Elle doit rester une armée républicaine en dehors du débat politique ou elle peut intervenir quand les circonstances l'exigent, par exemple? Quand on cherche à intégrer des ex-combattants, en son sens, est-ce que l'armée malienne doit rester spectatrice? L'armée malienne est dans une démocratie. On peut demander son avis, ça c'est sûr et certain. Je viens de vous dire tout à l'heure que la semaine passée, il y a eu un atelier où tous les corps militaires étaient présents, même les anciens chefs d'état-major, même les anciens ministres militaires étaient là présents. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un débat en cours et que certainement les différentes recommandations seront donc retenues et peut-être qu'il y aura aussi des formes de prudence, j'en suis sûr et certain. Mais l'armée malienne est une armée républicaine au service du politique. Ça c'est sûr et certain. Monsieur Karim Keïta, quel est aujourd'hui le degré de collaboration entre la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et les pays qui entourent le Mali, notamment les pays du Sahel, eux aussi victimes d'attaques terroristes par exemple? Vous travaillez dans ce sens-là de mutualiser vos efforts? Oui, en fait nous échangeons beaucoup avec les différentes commissions, que ce soit du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Conakry. Et je suis même fier de dire que nous avons des invitations actuellement pendantes de certaines commissions qui veulent venir au Mali pour s'imprégner de notre expérience. Et ce sont aussi des commissions que nous côtoyons à l'international quand il y a des colloques, des séminaires ou des grandes conférences sur la défense ou la sécurité. Nous avons nous-mêms, avec le concours de la MINUSMA et du NDI, et ainsi que du DECAF, organisé une grande rencontre il y a de cela maintenant 6 mois, entre la commission de défense du Burkina Faso, du Niger et du Mali pour que nous puissions échanger, nous puissions nous consorter sur ces différentes questions sécuritaires en commun. En préparant cette émission, on a rencontré des Maliens lambda qui nous ont confié certains de leurs craintes. À Bamako, par exemple, se disent comment se fait-il qu'un pays qui a été victime d'attaques terroristes tout récemment, mais quand on se promène dans la ville de Bamako, on a l'impression qu'il y a très peu de patrouilles. Est-ce que vous, au niveau de la commission défense et sécurité, vous êtes conscient de cet état de fait et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour sécuriser la ville, même quand on sait que les risques zéro n'existent pas? Je vais vous confier une chose, il y a des opérations en cours tous les jours. Tous les jours. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour sécuriser la population malienne et notamment la population de Bamako. Mais vous savez, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas peut-être dans le spectacle que des choses ne sont pas en cours. Ça, loin de là. Mais il ne faut pas aussi paniquer. Il faut que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Vous vous imaginez au niveau international combien de gens refusent de venir au Mali ici en ce moment à cause notamment de ce marketing de l'insécurité qui est propagé, mais si nous devions nous-mêmes être le propagateur de ce marketing-là au niveau de notre population locale, mais nous ne nous en sortirions pas, en tout cas au niveau économique. Est-ce que vous avez entamé des séances de sensibilisation dans ce sens-là, justement, pour attirer l'attention des gens, montrer que le Mali est un pays fréquentable aujourd'hui? Effectivement, il y a beaucoup d'efforts à faire sur la communication. D'ailleurs, je vais me concentrer un peu sur cet aspect-là parce que s'il y a bel et bien une bataille que nous avons perdue, c'est bien la bataille de la communication au cours de ces 4-5 dernières années. Car celui qui mène, et j'ai eu à le dire pendant une déclaration de politique générale dans mon intervention, celui qui gagne la bataille de l'information finira par gagner la guerre de la compréhension. Nous avons, c'est vrai, du mal à faire ce lobbying-là et à communiquer ardemment sur le potentiel de notre pays, malgré cette période difficile qu'elle traverse. Ça, il faut quand même que je l'admette, mais elle n'est pas que du ressort du gouvernement malien, elle est du ressort de tous, du Parlement, du citoyen lambda, de tout le monde. Tout le monde doit aujourd'hui se concentrer sur cela et pouvoir montrer une autre image de l'État malien et du contexte actuel, ne serait-ce que pour que nous ayons de l'aide. De l'aide internationale. Il y a tout récemment, il y a quelques mois, des bruits couraient dans la ville, comme quoi le Mali aurait demandé le départ de la MINUSMA
Voilà. Est-ce que l'armée malienne, vous confirmez cette information? Non, je ne peux pas confirmer cette information, elle est du domaine de l'exécutif. Je pense que la question mérite d'être posée au ministre des Affaires étrangères. Je ne pourrais pas, moi, vous donner une réponse. Mais aujourd'hui, quel est le décret aussi de coopération entre la MINUSMA, les forces armées maliennes, l'opération Barkhane, qui finalement contrôle réellement le nord du Mali? Ça, c'est une vaste question, vous savez. L'administration malienne n'est pas effective au nord Mali. Elle est en train de se déployer petit à petit. Samedi passé, nous avons pu coïncider avec la prestation de serment du tout nouveau gouverneur de la région de Ménaka. Donc c'est pour vous dire que les choses avancent, contrairement à certaines idées reçues. La coopération avec la MINUSMA, de mon point de vue, elle est excellente. Si la commission de défense a pu se rendre aussi rapidement dans certaines régions du nord Mali, c'est grâce à la MINUSMA qui nous a, dans un terme militaire pour dire, aéroporté carrément. Donc je tiens encore ici à remercier la MINUSMA pour cela. Barkhane, elles sont plus qu'excellentes. Nous avons aujourd'hui avec l'armée malienne des opérations conjointes avec Barkhane. D'ailleurs à Gao, je dois vous dire qu'entre le camp des Fama et le camp Barkhane, il n'y a pas de porte. Les camps sont collés. Et ce sont des militaires qui cohabitent ensemble. Et pour ne rien vous cacher, quand il arrive qu'on ait des militaires blessés, en tout cas des blessés graves, soit nous arrivons à utiliser les plateaux techniques de la MINUSMA ou même de l'opération Barkhane. Donc aujourd'hui, nous avons des alliés qui sont totalement solidaires du Mali. D'accord, des rapports des organisations de défense des droits de l'homme ont également pointé l'armée malienne concernant les violations de certains droits de l'homme. Au niveau de la commission de défense et sécurité, est-ce que vous prenez en compte l'ampleur de cette situation? Vous avez évoqué tantôt que l'armée malienne est une armée démocratique. Est-ce qu'il y a une formation dans ce sens-là pour le respect des droits de l'homme dans des conflits? Beaucoup d'ONG parlant des droits de l'homme demandent à venir voir la commission de défense, avoir des entretiens. Mais il faut faire extrêmement attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines organisations, soi-disant des droits de l'homme, n'en sont pas vraiment. Elles sont là pour épier tous les petits faux pas de l'armée malienne qui n'en fait pas. On n'a pas que des amis. Je viens de vous citer certains amis, mais nous n'avons pas que des amis. Donc il faut être extrêmement vigilant. L'armée malienne ne commet pas d'exactions. Je le dis, je le répète, j'assume mes propos. Ceux qui assument des exactions sont connus et ne cessent de le faire aujourd'hui. Tantôt sous certaines casquettes, tantôt sous d'autres. Donc cela est bien connu. Ce n'est pas l'armée malienne. Et est-ce que vous avez eu à protester officiellement contre ces ONG-là qui incriminent l'armée malienne? Nous les signalons cela. Mais je sais aussi que l'armée est consciente. Je sais que les chefs militaires en sont aussi conscients. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, M. Karim Keita. Si on vous demandait de résumer globalement votre visite dans le nord du Mali, à quoi peut-on s'attendre? Elle se résume à quoi cette visite-là? C'est une visite satisfaisante. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, les militaires, ça reste des êtres humains. Le fait de voir des élus de leur peuple à leur côté les réconforte énormément. Et je pense que cela les arme de courage et d'encore plus de bravoure. Un militaire qui se sent accompagné par son peuple, qui se sent accompagné par son pays, produira mieux. Et je crois que nous-mêmes, nous en sommes revenus complètement requinqués. Et je crois qu'il faut maintenant communiquer envers le peuple malien pour qu'elle sache quelle est la détermination, la bravoure de ces femmes et de ces hommes qui veillent à ce qu'elles puissent dormir en paix. Et si vous avez un dernier message à lancer à l'endroit et des forces armées maliennes et des Maliens, de la population en général, ce serait quoi ce message? Je dirais... Vous regardez votre caméra? Je dirais au peuple malien que la route est encore longue, mais que nous devons rester sereins et imperturbables. Et
je dirais aux forces armées maliennes qu'elles sont l'avenir de ce pays-là. Tout État a comme colonne vertébrale son armée et ses services de sécurité. Et la nouvelle armée de demain ne sera pas que militaire. Il faudrait qu'elle ait un certain rayonnement sur les milieux économiques, financiers, académiques, en termes ne serait-ce que de recherche. Et nous espérons qu'elle saura dorénavant anticiper et prévenir les grandes crises qui peuvent se dérouler, en tout cas même en dehors de notre continent, et avoir une incidence directe ou indirecte sur son pays. Voilà l'armée, en tout cas, qu'il nous faut pour demain. L'honorable Karim Keita, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro d'entretien avec qui, je vous rappelle, reçoit ce soir l'honorable Karim Keita, député, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale du Mali. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci à vous.